Et bonjour et bienvenue sur l'Instagram MVP Golf. Je suis heureux de vous retrouver. On est parti pour 45 minutes de live pour Rééduca. Donc on va attendre que quelques personnes se connectent pour pouvoir entamer le sujet du jour qui va être sur la lombalgie du golfeur, les incidences des lombalgies du golfeur et surtout derrière savoir comment on peut prendre en charge ces sportifs, ces golfeurs pour ces lombalgies et voir comment on peut faire le bilan et la prise en charge active de ces joueurs et ces joueuses. Voilà. Donc on a quelques personnes qui commencent à se connecter. Coucou à tout le monde. Parfait, ça commence à arriver. Impeccable. Déjà, comme introduction, je vais peut-être commencer par me présenter. Alors, du coup, Mathieu Viger, je suis kinésithérapeute, kinésithérapeute du sport, thérapeute manuel. Je suis aussi formateur en thérapie manuelle. J'ai mon diplôme de kiné depuis 2008, donc ça fait 12 ans que je pratique. Et je suis intéressé par le golf depuis très petit. Je suis passionné par ce sport depuis très petit, mais j'ai pu lier la passion et la profession depuis 4-5 ans, depuis 2015-2016, par l'intermédiaire aussi d'une association qui s'appelle l'AFKG, l'Association française des kinés du golf, qui nous permet de nous retrouver pour discuter des prises en charge de nos golfeurs, qu'elles soient amateurs ou professionnels. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu lier ces deux passions. Et j'ai fait aussi quelques interventions pour la Fédération française de golf, et notamment autour des championnats de France jeunes qui se passent tous les ans à des endroits différents et qui du coup, m'amènent à travailler avec ces golfeurs. Voilà. Donc, pour commencer, je crois qu'on est quelques-uns sur le vif du sujet. On est aujourd'hui sur une pathologie qu'on appelle la lombalgie. Alors pour ceux qui ne sont pas kinésithérapeutes, je vais rappeler ce qu'est la lombalgie. La lombalgie, c'est une douleur qui se passe au niveau des vertèbres lombaires, donc 5 vertèbres lombaires de L1 à L5, et qui va provoquer tout un tas de douleurs. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à cette lombalgie, puisque c'est assez tenace de se dire que le golf fait mal au dos. Il y a même quelques professionnels de santé, quelques médecins, quelques kinésithérapeutes, des fois quelques chirurgiens qui disent à leurs patients ne pratiquez pas le golf, c'est générateur de douleurs, et si vous avez déjà des douleurs, ça sera encore pire. Alors ça, c'est une idée reçue assez tenace qu'on essaye de gommer un peu, et qu'effectivement on va développer tout au long de ce direct pour se dire qu'effectivement la lombalgie est quelque chose qu'il faut prendre en charge, mais pour autant le golf n'est pas générateur forcément de lombalgie à part entière. D'ailleurs, ça se voit puisque on a des patients aujourd'hui qui viennent au cabinet pour consulter pour des lombalgies par rapport à leur pratique du golf. Mais on s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup d'incidences, il y a beaucoup de lombalgiques qui viennent et qui ont déjà eu des antécédents de douleurs lombaires. Donc ça explique ça. Aujourd'hui, dans les études qu'on retrouve, il y a 50% des golfeurs et golfeuses amateurs qui souffrent de douleurs lombaires, et il y a 30% des professionnels qui ont déjà ressenti des douleurs dans cette zone. Néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a à ce jour des données épidémiologiques, toujours sur les articles scientifiques, qui nous disent qu'on retrouve ces douleurs-là de la même manière si ce n'est pas des golfeurs. Donc le golf à part entière ne serait pas générateur de plus de lombalgie que quelqu'un qui fait d'autres sports ou qui travaille, ou voilà, quelqu'un de sédentaire. Donc aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la lombalgie n'est pas une cause, le golf n'est pas une cause directe de la lombalgie. Néanmoins, la lombalgie existe, le golfeur peut se plaindre, et votre patient qui est golfeur peut se plaindre de lombalgie, et de là, on en a découlé, ça découle des articles scientifiques,
viennent nous donner 3 facteurs qui sont prédominants dans la lombalgie du golfeur, qui sont la biomécanique du swing de golf. Alors, comment fonctionne un rachis, comment fonctionne une vertèbre, d'accord, ça on va le développer ensemble. La posture dans le swing de golf, la position qui est liée à ce geste technique qui est le swing de golf. Et la dernière chose, et là ce sera plus de mon ressort, c'est le matériel. On s'aperçoit qu'il y a 25% des joueurs aujourd'hui en France qui n'ont pas le matériel adapté à leur technique, à leur pratique. Donc ça peut être générateur aussi de lombalgie. Voilà pour le vif du sujet. Pour parler des contraintes, du coup, pour parler de la biomécanique, pour parler du mouvement du rachis, on a aujourd'hui dans la vie quotidienne une activité qui nous amène à amener 1 à 4 fois le poids du corps lors de nos activités physiques modérées ou lors des activités fonctionnelles de la vie de tous les jours, sur surtout les derniers étages lombaires, L4, L5 et L5 et S1. On s'aperçoit que lors de la pratique du golf, c'est 6 à 8 fois le poids du corps qui est amené sur le dernier disque lombaire, donc sur le L5 et S1. Et ça se fait à mi-hauteur lors du démarrage du mouvement qu'on appelle le downswing. On s'aperçoit aussi, quand on a ces 2 facteurs-là, que ça c'est aussi corrélé à un manque de mobilité qui se passe au niveau des hanches, puisque aujourd'hui, le facteur principal, le facteur dominant qui engendre les douleurs lombaires est corrélé à une mauvaise rotation de hanche. Donc on va développer aussi ça et on va voir quelle rotation est la plus dysfonctionnelle, si on peut appeler ça comme ça, pour pouvoir faire notre bilan sur le golfeur et surtout sur le lombalgique. Donc comme on disait là, restriction de mobilité au niveau de la mobilité de hanche et aussi restriction de mobilité bien sûr au niveau des étages lombaires. Et par ces mobilités, on entend que le rachis lombaire fonctionne très bien par sa conformité en flexion-extension, mais qu'il a beaucoup plus de mal, puisque ce sont des facettes articulaires quasiment verticales, il a beaucoup plus de mal à fonctionner en rotation, le rachis lombaire. D'accord ? Donc quand on va manquer de mobilité sur le bassin, les hanches ou sur le rachis dorsal en rotation, et du coup on va devoir engendrer un petit peu plus de rotation sur le rachis lombaire, et ça le rachis lombaire n'aime pas trop. Donc 2 facteurs, mobilité de hanche et mauvaise mobilité des étages comme le rachis dorsal, qui vont engendrer une mauvaise conformité, une mauvaise biomécanique au niveau du rachis lombaire. Voilà. Voilà pour l'introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un petit cercle avec un point d'interrogation pour poser vos questions et comme ça on répondra, s'il nous reste du temps, on répondra en fin de live pour pouvoir étayer un peu tout ça. Je pense que je vais répondre à certaines de vos questions. J'en ai eu qui ont été posées sur les stories là, cette semaine. Donc on a quelques petites choses aussi à répondre, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à tout ça. Donc pour le manque de mobilité, je vais me mettre debout, j'espère que vous m'entendrez bien. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas pour me dire si vous ne m'entendez pas. Pour la mauvaise rotation, alors je vais me placer comme un joueur droitier, même si je suis gaucher. Je vais me passer pour un joueur droitier. Donc le manque de rotation, ça va être surtout le manque de rotation interne de ma hanche droite ici, à la montée. Si je manque de rotation interne, je vais compenser avec mon rachis pour pouvoir gagner un petit peu plus de rotation. Et manque de rotation interne de hanche gauche au finish. Où là, c'est pareil, je vais me retrouver sur une hyper extension qui va effectivement me mettre en contrainte les processus articulaires qui sont sur mon rachis lombaire. Donc il y a une corrélation significative entre la limitation de la rotation interne de hanche droite à la montée, de hanche gauche au finish du swing. Et les lombalgiques, ça c'est Vad en 2004, Murray en 2009 et Solby Kim en 2015 qui nous ont fait des comparatifs de biomécanique pour nous sortir ça. Et ça c'est plutôt intéressant. Et donc là, ça nous amène directement à des points de bilan. Si vous avez des joueurs qui sont lombalgiques, alors
vous pouvez, pour ceux qui ne sont pas golfeurs ou ceux qui n'ont pas forcément de golfeurs au cabinet, si vous êtes kiné, vous pouvez corréler ça à tout ce qui est geste de lancer. Hein. Alors, on n'a pas beaucoup de baseball chez nous, mais tennis, baseball, hockey sur glace, c'est un peu les mêmes chiffres et un peu les mêmes corrélations. Donc, vous pouvez transposer ce que je vous dis là aujourd'hui sur des sports de lancer, puisque le golf est un sport de lancer. Donc il faudra bien comparer les deux hanches, la rotation des hanches, faire un bilan comparatif des hanches pour savoir si ce n'est pas déjà le motif de déficit de mobilité qui imprimerait des difficultés ou des douleurs au niveau du rachis lombaire. Voilà. Donc comme je vous l'ai montré, effectivement, lorsque je vais aller faire mon swing, d'accord, si je manque de rotation interne, je vais venir faire un redressement et je vais devoir m'incliner un petit peu plus sur la droite, d'accord, pour pouvoir compenser ma rotation ici, la rotation du bassin qui va tourner sur ma hanche. Donc si je n'ai pas de rotation interne de hanche, je vais devoir compenser ici et donc du coup je vais devoir forcer sur mon rachis lombaire. De la même manière, quand je vais finir mon geste, si jamais je n'ai pas assez de rotation interne de hanche gauche, je vais devoir me mettre en hyperextension et en inclinaison pour compenser ça. Donc l'addition de cette inclinaison qu'on appelle le side bending en anglais plus de l'hyperextension du rachis lombaire est intéressant d'aller voir. Alors, Monsieur Valou, avec le reverse de l'appareil photo, tu peux jouer en gaucher, ça fera droitier pour nous. Oh, bah, ça, c'est parfait. C'est génial. Donc, effectivement, je vais jouer en gaucher, je me sens plus à l'aise en gaucher qu'en droitier. Peut-être que mon geste sera, même si c'est pas génial, peut-être que mon geste sera plus sympa à aller voir. Donc, restriction de mobilité de la hanche, du bassin autour des hanches, bien évidemment. Augmentation de la rotation au niveau des lombaires, alors que le rachis lombaire n'est pas fait pour tourner en rotation axiale sur lui-même par sa conformité, je l'ai dit tout à l'heure. Augmentation aussi de la contrainte qu'on peut mettre sur les disques intervertébraux et sur les articulaires postérieurs, et tout ça, ça nous manifeste des douleurs et ça peut nous manifester des lombalgies à répétition. Donc voilà pour les restrictions de mobilité et qui sont des preuves, par les preuves scientifiques et qui peuvent être des facteurs prédominants à cette lombalgie. Ensuite, on a la physiopathologie qui est liée aux lombalgies du golfeur, mais qui peuvent être aussi liées aux lombalgies de la vie de tous les jours. Les facteurs généraux, c'est évidemment l'âge, le surpoids, le déficit de contrôle musculaire et de la proprioception, ça on va y revenir. Ça c'est très intéressant parce qu'effectivement ça nous montre pas mal de choses. Et les facteurs plus spécifiques au golf, là chez les professionnels c'est ce qu'on appelle l'overuse, c'est-à-dire la surutilisation, le fait de répéter le mouvement qui peut être générateur de lombalgie. Ça nous montre quand même que la surutilisation de ces lombaires, si en plus mécaniquement ils ne sont pas dans les bonnes conditions, peuvent engendrer ça. Donc toutes ces contraintes cumulatives et on voit une nette différence entre le joueur amateur et le joueur de haut niveau sur cette surutilisation. Voilà. Les facteurs de risque maintenant. Les facteurs de risque sont liés à plusieurs choses. D'abord la posture, la position à l'adresse. Donc on a des postures qui sont, on va dire, neutres. Une posture avec un rachis qui est à peu près droit, d'accord ? Ça, c'est celle qui est le moins mauvais mécaniquement, c'est pas mauvais, mais le meilleur mécaniquement pour faire un geste assez convenable. Ensuite, vous avez la S-posture, c'est-à-dire une lordose accentuée, donc qui vous formerait une forme de S au niveau du dos, et ça, effectivement, par rapport au disque intervertébral, ça va donner de la précontrainte. Excusez-moi, hop, voilà. Ça va donner de la précontrainte sur le S au niveau des disques intervertébraux. Et l'inverse, c'est la C-posture, donc cette posture un peu en effondrement, qui va donner, lui, plutôt des contraintes au niveau de mes processus articulaires. La restriction de mobilité, on en a parlé tout à l'heure, rotation interne de hanche droite au backswing, rotation interne de hanche gauche au downswing. Au finish, pardon. Le recrutement musculaire, ça on n'en a pas encore parlé. On s'est aperçu, ça c'est des articles de l'INSEE
Lindsay, l'INSEE en 2014, qui nous montre qu'effectivement, on a un retard de contraction chez les joueurs lombalgiques par rapport aux joueurs asymptomatiques. Retard de contraction, ça veut dire que lorsqu'on va faire le mouvement, le muscle qui effectue le mouvement ou le muscle qui doit retenir le mouvement a un retard de contraction et donc du coup la stabilité de mon rachis lombaire va en être altérée. Pour le backswing, c'est l'oblique externe qui va être déficitaire en contraction chez le joueur lombalgique. Pour le downswing, donc la phase de descente, donc pour le backswing, l'oblique externe, pour le downswing, l'oblique interne, et on a une réelle différence de contraction, une diminution de force et d'endurance sur les multifidus. Ce sont les petits muscles qui sont autour de la colonne vertébrale, là, qui sont plus dans le maintien. C'est nos petits réacteurs de fusée là, qui font les petits mouvements de notre rachis, de nos vertèbres. Et ça, chez les joueurs lombalgiques, on voit qu'il y a une différence de contraction. Une différence nette aussi au niveau du transverse de l'abdomen, ça on va voir aussi comment le bilanter, avec une diminution d'endurance et du coup une importance sur ce travail de gainage en dynamique sur le transverse, les abdominaux, qui pourront être vraiment intéressants à aller chercher. On a aussi un grand facteur de prédominance de lombalgie, surtout chez les joueurs. Donc ça, c'était plutôt chez les joueurs amateurs. Chez les joueurs professionnels, maintenant, il y a une corrélation entre là. C'était une des questions cette semaine pour la lombalgie, de la force du quadriceps par rapport aux lombalgies. C'est-à-dire que les lombalgies chez les professionnels est inversement proportionnelle à la force des muscles quadriceps, c'est-à-dire que moins on a de force dans les quadriceps, plus on a de prévalence à avoir des lombalgies chez mon joueur professionnel. Donc ça veut dire que chez les joueurs pro, il va falloir bilanter aussi la force du quadriceps et donc aller les travailler si besoin. Voilà. Et ensuite, on a deux facteurs qui sont très importants, qu'on appelle la dissociation anté-rétroversion de bassin. La première, est-ce que mon patient est capable d'anté-rétroverser le bassin, c'est-à-dire on bilante en position de stance et on va aller tester si je vais avoir une bonne rétroversion de bassin et une bonne antéversion de bassin. D'accord? Ça, c'est l'antéversion. Vous imaginez que vous avez votre bassin qui bascule en avant et vous avez l'eau qui découle vers l'avant. Donc, c'est antéversion vers l'avant. Rétroversion, c'est le bassin qui vient vers l'arrière. D'accord? Donc, les épaules fixes et on regarde si mon patient a une bonne anté-rétroversion de bassin. Alors, vous voyez peut-être chez moi que ça tremble un peu. Ça, c'est un effet de mauvaise coordination musculaire. Et oui, je dois le travailler un peu aussi. Donc, anté-rétroversion est très bon. Pour bilanter ça, si vous voulez le bilanter vous-même ou si vous voulez le bilanter sur quelqu'un, il faut le faire à vitesse assez élevée, d'accord? Il faut faire de la mobilité et voir si on est bien. Attention, des fois, on peut être trompé par le fait qu'effectivement, on bascule bien en avant et puis là, on se dit « Ah bah oui, ça va bien en arrière ». En fait, non, là, on est en position neutre. Hein. La bascule arrière est vraiment une rétroversion, donc les ailes iliaques doivent vraiment aller vers l'arrière. Hein. Attention, on a souvent de la bonne antéversion, mais pas forcément de la bonne rétroversion. Et la deuxième dissociation, donc là, la dissociation anté-rétroversion, la deuxième dissociation, c'est effectivement la dissociation qu'on a, toujours en position de stance, entre le haut et le bas. Le bassin est fixe et les épaules doivent tourner sans que le bassin bouge. Et pareil, en bas, c'est-à-dire que les épaules sont fixes, d'accord? Et le bassin doit pouvoir bouger sans faire bouger les épaules. Ça, c'est ce qu'on a... Pardon, c'est ma limite de temps Instagram que j'avais mis. Donc, ça, c'est ce qu'on doit aller chercher chez nos joueurs, la bonne anté-rétroversion du bassin et ensuite la bonne dissociation des ceintures entre le haut et le bas du corps, c'est-à-dire entre les épaules et le bassin. Dans le monde du golf, c'est ce qu'on appelle le X-factor, le facteur X, c'est-à-dire la capacité de pouvoir tourner les épaules et de pouvoir tourner le bassin dans le sens opposé. Si votre joueur n'est pas capable de bouger les épaules sans bouger le bassin ou l'inverse, qui n'est pas capable de bouger le bassin en gardant les épaules fixes, il aura un X-factor qui sera déficitaire et donc du coup, il va falloir aller travailler ça.
Voilà. Le dernier point là-dessus, ce sont les problèmes techniques. Et là, c'est plus lié aux enseignants de golf. Donc, est-ce que ma technique golfique est bonne? Et là, ça, c'est plus de l'ordre du technicien, de l'enseignant de golf d'aller voir ça. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés sur le swing de golf à part entière pour aller vérifier un peu tout ça. Voilà. On passe maintenant au bilan du golfeur. Alors, le bilan du golfeur, pour les kinésithérapeutes, il y aura évidemment les drapeaux rouges à aller chercher, c'est-à-dire est-ce que je suis capable aujourd'hui de prendre en charge mon patient ou est-ce que ça n'est pas de mon ressort de traiter ce patient-là. Il y a plusieurs choses à aller voir. Est-ce que mon patient a une sténose rachidienne, c'est-à-dire un canal lombaire qui est rétréci par ma conformité de vertèbres lombaires. Et là, à ce moment-là, on fera des techniques plutôt douces, mais sinon, ça peut être de l'ordre du médical. Le quick test neurologique, c'est-à-dire est-ce que mon patient est capable de faire flexion de hanche, extension de genou, donc là je tends genou, je ne sais pas si vous voyez bien, tac, marche sur les talons, marche sur la pointe des pieds. S'il n'est pas capable de faire ça, alors là on est sur une racine, hein, flexion de hanche c'est plutôt L1, L2, extension de genou L3, L4, marche sur les talons L4, marche sur la pointe de pied S1. Si mon patient n'est pas capable de faire ça, il est effectivement dans un système neurologique qui est déficitaire et là ce n'est plus de notre domaine, il faut quand même aller consulter le médecin. Attention aussi dans votre interrogatoire si vous êtes kiné et que vous prenez en charge ces lombalgiques, c'est les troubles vésico-sphinctériens liés à une lombalgie. Là c'est du domaine médical, il faut renvoyer même des fois en urgence parce que c'est pas de très bons pronostics. En tout cas c'est un drapeau rouge pour nous dans la prise en charge. La sensibilité aussi au niveau du rachis, au niveau des jambes, est-ce que j'ai une sensibilité qui est la même, alors c'est mes jambes, qui est la même des deux côtés, au pic, aux touches, à l'effleurement, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont extravagantes au niveau des douleurs? Ça, il faut vraiment le faire. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? On doit aller chercher la douleur dans un premier temps. Est-ce que mon patient, je prends mon petit tapis, est-ce que mon patient est capable de se mettre ici en extension? Oui, non. Est-ce que mon patient est capable de se mettre ici en flexion lombaire? Oui, non. Et est-ce que mon patient est capable de lever jambes tendues sans reproduire une douleur derrière? Donc sur le ventre, en position de prière et en élévation de jambes. Extension, flexion du rachis lombaire. Donc je teste pour savoir s'il y a une douleur ou non. Et là, on traitera par thérapie manuelle et par des exercices actifs. D'accord ? Et sur la jambe tendue, l'activation de la chaîne postérieure avec le nerf sciatique. Pardon. Est-ce qu'il est capable de lever la jambe? Est-ce que ça reproduit une douleur? Et là, pareil, la neurodynamique en traitement sera de bon augure pour aller traiter ce patient-là. Le bilan articulaire, eh ben, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'antérétroversion de bassin, la dissociation des ceintures entre le haut et le bas qui va être intéressante à aller chercher. La rotation de hanche, donc là on va aller tester en position debout sur un pied avec l'autre qui stabilise un peu, je ne suis pas sur un exercice d'équilibre. Est-ce que mon patient est capable de tourner à plus de 60 degrés mon bassin par rapport au membre inférieur en rotation interne et rotation externe? Vous voyez que moi en rotation externe je suis un peu plus limité. Et la même chose de l'autre côté. Donc là, votre sujet doit tourner à plus de 60 degrés son bassin par rapport aux normes inférieures. C'est les normes du PGA, c'est les normes qu'on nous donne aujourd'hui pour pouvoir avoir une rotation de hanche qui est correcte, en tout cas qui n'est pas dysfonctionnelle. Ok ? Donc ça pour le bilan articulaire, voilà ce qu'on peut retrouver. Pour le bilan musculaire, on a 3 exercices qu'on peut faire. Le pont fessier. Donc là, les mains serrées, le pont fessier, on lève, on tend la jambe. On devrait être capable de tenir de chaque côté 25 secondes. D'accord? Ensuite, sur le ventre, les mains à hauteur des clavicules et on doit être capable de se pousser et de se lever. D'accord? Vous pouvez le faire même tester un peu plus haut, au niveau des yeux, au niveau du nez. Et on doit être capable de se soulever. D'accord? Ça, c'est la capacité de mon tronc à se stabiliser sur ce mouvement.
Et ensuite le dernier, à quatre pattes, les mains et les genoux à peu près à la même hauteur. Je dois former un rectangle assez parfait. Et je vais demander au sujet, est-ce que je suis stable? Main tendue, bras opposés tendus. Ou alors, main tendue, jambes du même côté tendues. Là, c'est un peu moins simple. Voilà. Donc ça, c'est pour le bilan musculaire. Est-ce qu'il est capable de me faire un pont fessier pendant 25 secondes? Est-ce qu'il est capable de se soulever du sol, dos droit avec la stabilité du tronc? Et ensuite, est-ce qu'il est capable à quatre pattes de maintenir son dos et de maintenir l'équilibre sur bras et jambes opposés déjà dans un premier temps? Et si c'est trop facile, bras et jambes du même côté. Voilà. Le bilan fonctionnel maintenant. 2 bilans fonctionnels à retenir. Le premier, je vais prendre un plus grand bâton. Le overhead deep squat, affectionné par pas mal de monde en ce moment. D'accord? Le bâton sur la tête, j'ai mes bras qui sont à 90 degrés de flexion de coude là. Mes pieds au niveau des hanches. Et je vais venir, le bâton derrière la nuque, je vais venir descendre. Vérifier que le bâton ne tangue pas ici. Et ici de côté, je vais vérifier que mon bâton ne passe pas en avant de mes genoux. Est-ce que mon patient est capable de faire ça ou non? Le deuxième, c'est un exercice d'équilibre pour voir la stabilité du bassin. Je vais me mettre sur un pied, genou ici à 80, hanche, enfin, cuisse à 90 degrés, je stabilise, d'accord? Lorsque je suis stable, je ferme les yeux et je dois être capable de tenir 16 secondes sans avoir de difficulté, reposer le pied par terre ou faire l'avion pour me stabiliser. Donc voilà, ça c'est les 2 bilans fonctionnels. Un overhead deep squat pour essayer d'explorer un petit peu l'ensemble de la personne, l'ensemble de votre sujet sur le overhead deep squat. Et ensuite, single leg balance, c'est-à-dire l'équilibre sur un pied. Voilà. Il nous reste quelques minutes pour vous montrer quelques exercices que j'affectionne tout particulièrement. Le premier en chevalier servant. Vous allez pouvoir travailler dans différentes positions. D'accord? On va changer pour que vous voyez. Avec un élastique où je vais venir tirer l'élastique vers ma poitrine. D'accord? Et ensuite, je vais tourner ici. Je suis un peu trop loin. Donc là, ça va me faire travailler la stabilité du tronc. Et ensuite, la rotation du haut du corps. Je viens à la poitrine, au sternum, et ensuite, je viens tourner. Sternum, et je tourne. Sternum, et je tourne. Ok? Je peux faire la même chose vers le bas. Donc ça, c'était vers le haut. Sternum ici, et je tourne. Sternum, et je tourne. Ça, c'est très intéressant à aller travailler. Ça, c'est en chevalier servant. Alors, on aurait pu faire des exercices allongés. On aurait pu faire de la proprioception allongée. Moi, j'aime bien aussi travailler en déstabilisation. Vous voyez, la déstabilisation, là, elle est sur mon côté droit, donc sur vos côtés gauche. Je vais travailler en élévation, bras tendus. Donc là, ça va me tirer plutôt ici. Et je stabilise ici mon rachis en faisant des élévations. Ça, c'est très intéressant à aller travailler. Et si vous êtes assez puissant, vous pouvez travailler ensuite en progression avec des fentes. Et même en stabilisation sur un pied. Et travailler ici. Ça, c'est très très intéressant à aller travailler. Bien sûr, vous travaillerez votre mobilité sur la rotation du haut du corps par rapport au bas du corps, la rotation du bas du corps par rapport au haut du corps, l'inclinaison anté-rétroversion de bassin. Vous pouvez commencer sur le dos, mais aussi à quatre pattes, pour pouvoir enrouler le dos et creuser le dos. Déjà commencer sur une certaine anté-rétroversion de bassin. D'accord? Et sur ce travail, on a parlé aussi du travail du quadriceps. Donc là, travail de squat, de fente, travail de chaise pour travailler les quadriceps, surtout chez les joueurs professionnels. Et pour finir, le travail du transverse, donc le travail respiratoire au niveau du transverse, qui est la sangle là qui nous maintient les lombaires et qui peuvent être très intéressantes à aller travailler
Je vous renvoie vers quelques exercices, quelques posts de mes confrères aussi qui peuvent vous aider sur ce travail-là. Voilà. Il est 12h45, je conclus sur le fait qu'effectivement, la lombalgie du golfeur n'est pas liée au swing de golf, mais c'est souvent lié à des antécédents chez le joueur amateur qui peuvent se réveiller pendant le swing de golf, pendant la technique du golf. Chez le joueur professionnel, il est souvent lié à une surutilisation, donc une fréquence très importante de frappe qui peut réveiller ça, et donc le travail musculaire des quadriceps qui sont des fois déficitaires. Voilà. Quelques petits conseils par rapport à ça. Travail de la mobilité, travail du renforcement, travail de la coordination et du contrôle moteur, mais aussi faites faire des analyses de swing par des biomécaniciens. Faites faire également régler le matériel de vos élèves ou de vos patients pour pouvoir avoir du matériel qui soit efficace, d'accord, et qui soit bien fait pour eux. On sait aujourd'hui que taper plus de 3 balles au practice sur tapis génère un peu plus de pathologie, de lombalgie, de tendinopathie. Donc il faut diminuer le rythme de frappe de balle au practice, c'est-à-dire diminuer à 3 par minute maximum le rythme de frappe de balle. Et surtout, si vous le pouvez, si vous avez les practices qui le peuvent, jouer plutôt sur herbe plutôt que sur tapis. Voilà. Je crois que j'en ai fini. J'aurais pas mal de choses à dire là-dessus, mais il est déjà 12h46. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais revenir sur de quoi peuvent venir des douleurs au cervical dans le golf. Alors, c'est pas trop le sujet, mais c'est pareil. Hein, c'est soit la biomécanique, soit un mauvais contrôle moteur au niveau des muscles cervicaux. Les yeux, bien évidemment, qui sont générateurs de pathologies au niveau cervical et qui peuvent vraiment te poser quelques problèmes là-dessus. Et aussi, bien entendu, la technique du golf. Hein. Donc là, il faut aller voir un professionnel et aller voir un peu tout ça. J'espère qu'on va parler de l'hypoextensibilité des ischio-jambiers. Ouais, le petit TFD Nico Daguin que je fais. Oui, effectivement, je ne suis pas très très souple au niveau des ischios, mais j'y travaille et c'est pas mal. Je crois qu'on est pas mal. On n'a pas trop de questions. Donc, si vous en avez, encore 1 ou 2 minutes. Des références sur le contrôle moteur. Tac. Attends, j'ai mes petites fiches là en bas. Je voulais pas... oui, l'INSEE que j'ai évoqué tout à l'heure. LINDSAY dans Asian Journal of Sports Medicine en décembre 2014. Kiné Tartas. Là, tu pourras trouver sur les anomalies de recrutement musculaire et sur le travail de coordination musculaire. C'est assez intéressant d'aller voir cet article-là qui est très bien développé sur la différence de retard de contraction entre les joueurs lombalgiques et les joueurs asymptomatiques. Donc ça, c'est très sympa à aller voir. Autrement, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, et pour finir, je conclurai là-dessus, c'est qu'effectivement, le golf peut être une activité de prévention, sport santé. Il peut être vraiment une activité de prévention au niveau du vieillissement du rachis. Amenez vos personnes âgées, amenez vos patients à faire du golf dans de bonnes conditions. C'est quelque chose où on marche beaucoup, où on fait beaucoup de mouvements très simples si jamais le swing est bien mené et qui peut vraiment diminuer, vraiment conserver en tout cas les facteurs de santé et qui peuvent vraiment vous amener à faire du sport santé. Et ça, c'est très très important. Et surtout, n'oubliez pas de dire à vos patients, à vos amis, à vos sujets, à vos élèves de faire une phase d'échauffement avant d'aller taper des balles. 7 à 10 minutes d'échauffement aujourd'hui réduit de 50% le nombre de blessures au golf. Donc ça, c'est des études aussi qui sont bien menées et qui nous montrent aujourd'hui que pas de club, pas de balle pendant 5 à 10 minutes, 7-10 minutes, c'est marqué dans cet article, où on arrive à ça et on arrive à diminuer le nombre de pathologies. Donc voilà. Y a-t-il un lien entre la vitesse de swing en miles et les douleurs lombaires? Eh bien, il y a Phil Cheatham qui avait fait une super étude
sur le X-Factor, mais c'était sur la vitesse de tête de club à l'impact. Donc c'est pas tout à fait pareil que la vitesse de swing, mais en tout cas la vitesse de club à l'impact a démontré qu'il n'y a pas de corrélation entre les lombalgies, le X-Factor, donc la dissociation entre le haut et le bas du corps, et la vitesse de tête de club à l'impact. Donc on peut se dire qu'effectivement il n'y a pas ça. Travail du moyen fessier aussi très important, surtout pour l'équilibre. Tout à fait, exactement. J'ai pas assez de temps pour parler de tout, donc évidemment. Mais effectivement, entre les abdominaux transverses et le grand fessier, on sait que c'est les deux gros muscles là aujourd'hui qu'il faut bosser un maximum pour pouvoir avoir un swing efficace et surtout éviter les pathologies. Il est 12h50 les amis, on avait jusqu'à 12h45, donc je vous remercie pour toute l'attention que vous m'avez apportée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je mets ce live en IGTV et comme ça, vous pouvez le revoir quand vous le souhaitez. Je vous souhaite un très bon appétit si ce n'est pas déjà fait et en tout cas une belle après-midi et de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci Rééduca pour m'avoir permis de faire ce live et à très bientôt. Au revoir.